et de FM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Une émission ce soir avec Cyril Javary. Il est sinologue de terrain, spécialiste de la pensée chinoise traditionnelle. Il a traduit entre autres le I Ching, le classique des changements, le grand livre du Yin et du Yang et du Yang et contemporaine. Il est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages parus, entre autres chez Albin Michel, chez Philippe Piquier et Signatura. Par ailleurs, il est formateur en entreprise, notamment à la collaboration et à la négociation avec des partenaires asiatiques. Il a, depuis 1984, accompagné près de 70 voyages en Chine continentale. Nous le recevons aujourd'hui autour de son dernier ouvrage paru aux éditions Erol, Sagesse de Confucius, valeurs, propositions et aphorismes. Pour redécouvrir ou découvrir Confucius, figure tutélaire et toujours prégnante de la conscience chinoise, tout en s'apercevant à quel point son message est actuel et peut nous aider aujourd'hui dans le monde en changement que nous vivons. Cyril Javary, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je suis très contente que vous soyez dans les studios ce soir pour nous parler de Confucius. Je suis très honoré par votre invitation. Alors, Confucius, est-ce que c'est son nom? D'où vient ce nom de Confucius? Confucius, c'est la latinisation par les jésuites au XVIIe siècle de Kong Fu Zi. Kong, c'est son nom de famille. Fu Zi, ça veut dire maître. Donc, si on parle en Chine de Confucius, ils ne connaissent pas? Non, ils connaissent Kong Fu Zi. Mais bon, c'est une habitude française de franciser les noms. Vous savez, il n'y a qu'en France qu'on pense que la capitale du Royaume-Uni, c'est Londres, alors que tout le monde sait que c'est London. Oui, d'accord. Allons donc. Ok. Alors, ce sont les jésuites qui lui ont donné ce nom-là, on est d'accord, Confucius. Et pourquoi les jésuites se sont-ils intéressés à Confucius? Les jésuites se sont intéressés à Confucius parce qu'ils se sont intéressés à tout le passé culturel chinois. Parce que quand ils sont arrivés en Chine au début du XVIIe siècle, ils sont aperçus que ça n'allait pas se passer aussi facilement que dans la jungle amazonienne ou dans les forêts africaines. Parce que jusque-là, c'était relativement aisé d'arriver et de dire aux gens, écoutez, voilà, on vous apporte la civilisation, la religion, etc. Mais dire à des Chinois, on vous apporte la civilisation, ça n'allait pas très bien. Surtout qu'en plus, on était confronté à des gens qui avaient une histoire plus longue que celle de la Bible. Mais enfin bon, il en faut plus pour désarçonner un jésuite. Donc ils se sont dit, bon, vous les Chinois, vous avez une civilisation très vieille, très profonde, et vos anciens penseurs ont eu l'intuition du message chrétien, mais il manquait juste le knack, un petit truc que justement on vous apporte. Et donc pour pouvoir appuyer ce plan d'attaque, ils ont étudié avec soin tous les anciens penseurs chinois en essayant d'y trouver le maximum de choses qui pouvaient être en rapport avec la religion chrétienne. Par exemple, ils ont dit, votre sage Confucius n'a-t-il pas dit... Sur Terre, tous les hommes sont frères. Exactement. Alors, est-ce qu'il a dit ça? Ben non, il n'a certainement pas dit ça. Il n'a certainement pas dit ça parce que on peut pas, le mot frère n'existe pas en chinois. Tout comme le mot sœur, tout comme le mot oncle ou tante. Tout simplement parce qu'ils sont beaucoup trop imprécis. Ils n'indiquent pas le rapport hiérarchique donné par l'âge. C'est pour ça qu'à la place, il y a frère aîné, frère cadet. Sœur aînée, sœur cadette, oncle aîné, oncle cadet, etc., etc. Et que donc ce que Confucius a dit, c'est-à-dire, sur Terre, toutes les relations sont du type frère aîné, frère cadet. Ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire d'une part que tous les humains sont de la même famille. Ce qui va sans dire, mais ce qui finalement va mieux en le disant. Et ce qui veut dire aussi, c'est que à l'intérieur de cette grande famille, toutes les relations entre les êtres humains
sont du type frère aîné, frère cadet. C'est-à-dire, toutes les relations entre humains sont hiérarchisées. Il y a toujours quelqu'un à qui on obéit et quelqu'un qui nous obéit. Et cela peut varier au cours de la journée, cela peut varier au cours de la vie, mais il n'est pas de relation humaine qui ne soit pas hiérarchisée, ce qui évidemment n'est pas tout à fait la même chose que le message chrétien qui dit qu'aux yeux de Dieu, tous les humains sont pareils. Alors, ce n'est qu'en 1687 qu'il y a eu une première traduction en langue occidentale. On pourrait penser qu'avant cette date, il n'était pas du tout connu en Occident. Non, pas du tout. Mais que par contre, Diderot... Enfin, la Chine non plus était guère connue. Mais que par contre, Diderot, lui, l'a déjà cité dans son encyclopédie. Oui, 100 ans après. 100 ans après. Alors, on peut redonner-nous les dates de naissance et de mort de Confucius, qu'on puisse un peu le situer. Eh bien, il est un de ces... un des participants de cet étonnant âge axial qui a vu naître beaucoup de sages à peu près à la même époque. Il est né en 551. Avant Jésus-Christ. Bien entendu. C'est-à-dire qu'il est quasiment contemporain de Socrate, de Bouddha, de Zarathustra et même de Lao Tzu si ce dernier avait vécu, ce qui n'est certainement pas le cas. Et il s'est éteint paisiblement à l'âge de 72 ans en 479 avant l'ère commune. Ah, quand vous dites que Lao Tzu n'a pas vécu, vous pouvez en dire un peu plus ? Oh oui, cela se voit tout de suite à son nom. Lao Tzu, Lao ça veut dire vieux, Tzu ça veut dire maître ou bien ça veut dire enfant, fils. Pourquoi les deux significations ? Simplement parce que quand quelqu'un était parvenu à la maîtrise de son art, il n'y avait rien de plus chic que d'être appelé fils par son prince. Et donc Lao Tzu, ça veut dire à la fois le vieux maître ou le vieil enfant. La première appellation est étonnamment anonyme et la seconde est étonnamment impossible. Donc on s'aperçoit qu'en fait ce n'est pas un nom, c'est une sorte de... Le titre ? Oui, c'est ça. En fait, c'est un programme. C'est un programme. C'est cette idée taoïste d'essayer de s'approcher le plus près possible de ce moteur qui fait impersonnel, qui fait tourner les saisons, que les Chinois vont appeler Tao, c'est-à-dire simplement le fonctionnement des choses, le fait que ça tourne. Et donc, essayer de s'approcher de ce moteur pour que quand quelque chose en arrive à son hiver, le faire redevenir printanier. Ce quelque chose pouvant être un organe, un couple, une articulation, un système politique. Qu'importe, puisque tout ça, ce sont des choses vivantes qui fonctionnent selon un rythme saisonnier, comme toutes les choses vivantes. Et donc, on s'aperçoit que Lao Tzu, c'est un programme, c'est faire tout ce qu'il faut pour que quand quelque chose est devenu Lao, vieux, figé, hiver, cela redevienne Tzu, enfant, printemps, souple, vivant. Et que donc, ce qu'il y a d'intéressant dans la légende de Lao Tzu, c'est que quand vous créez une légende, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et donc, puisque vous pouvez dire ce que vous voulez, chaque mot que vous dites dans la légende a une signification. Et par exemple, l'un des faits importants de la légende de Lao Tzu, c'est que vers la fin de sa vie, écœuré par la gabegie qui régnait à la cour des Zhou, il s'en va. Et il arrive à la passe de Yinxu. Et là, le gardien lui dit, vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent par là. Avant de vous en aller, laissez-moi quelque chose. Et à ce moment-là, la légende dit, Lao Tzu s'installa contre un arbre et lui dicta le Tao Te Ching, le Tao Te Ching. C'est-à-dire que la légende ne dit pas « il écrivit », mais il dicta. Ce qui est la manière tout à fait chinoise de dire la vérité sous une forme délicate, qui est que le Tao Te Ching est la mise par écrit
de différents courants légendaires. C'est pour ça qu'il y a plein de contradictions à l'intérieur et qu'on voit bien que ce n'est pas l'œuvre construite d'une personne connue, d'une personne ayant existé, à la différence de Kongzi, de Confucius, dont on connaît parfaitement les dates de naissance, dont on connaît les détails de sa vie, et qui lui-même connaissait le nom de ses ancêtres jusqu'à 10 générations en arrière. On va revenir sur Confucius. Donc, ce qu'il a de commun avec Socrate, c'est qu'il n'a rien écrit. Oui, les deux font partie, ce sont les deux derniers philosophes de l'oralité. Après, à partir de ce 5e siècle, tant en Grèce qu'en Chine, les philosophes vont se mettre à écrire. Et lui, on ne sait de lui qu'un mince recueil qui s'appelle justement l'Uniu, c'est-à-dire propos choisis, que l'on traduit généralement par entretien familier avec ses disciples, etc. Donc ce sont les disciples qui ont pris des notes et qui les ont écrites après ou avant sa mort? Est-ce que ça fait comme pour Jésus? Ce point d'histoire n'est pas élucidé, parce qu'en plus, ce n'est pas forcément, vraisemblablement, après sa mort, mais quelquefois, ce sont des disciples de disciples. Et dans les entretiens eux-mêmes, il y a au moins 25 à 30% de l'ouvrage qui sont des propos de disciples, pas de Confucius, ou de disciples. Alors, on entend parler de lui aussi par un grand historien qui s'appelle Sima Tian, oui. Qui lui parle de lui, mais déjà, on est à moins 109, ça fait quand même 400 ans plus tard, pratiquement. Oui, et c'est pas pour rien que le chapitre que Sima Tian, qui avait été chargé par l'empereur de rédiger une histoire de la Chine depuis les origines jusqu'au Han, c'est-à-dire jusqu'à la dynastie qu'il l'avait commandée, a classé la vie de Confucius parmi la vie des hommes illustres. C'est-à-dire qu'il était déjà connu, célèbre, et son enseignement était déjà reconnu à l'époque de Sima Tian, au tout début de la grande dynastie des Han qui a régné de moins 200 à plus 200. Eh bien, l'idéologie officielle était déjà reconnue comme étant l'idéologie confucéenne, et l'empereur Han Wudi qui est le 4e empereur des Han, évacué de sa cour les chamans, les taoïstes, pour ne garder que les lettrés confucéens, parce qu'il avait compris que les gens qui étaient formés à la pensée confucéenne étaient aptes à diriger un empire qui était devenu immense depuis que Qin Shi Huangdi avait brutalement réuni les différents royaumes combattants. On va rester un peu sur la vie toute simple de Confucius. Donc, il est noble par son père. Son père faisait 2,20 m. On s'imagine assez souvent que les Chinois ne sont pas très grands. 2,20 m, c'est un géant. Oui. Oui, le Shu Lian, son père était un géant, un colosse, c'est un militaire, célèbre pour sa bravoure et célèbre aussi pour sa force physique. Donc son père a eu en première épouse 9 filles. Oui. En deuxième épouse un fils qui était boiteux. Et parlez-nous de la rencontre donc des parents de Confucius, ce père géant. C'est une histoire attendrissante. Allez-y, ça va nous faire plaisir. Le Shu Liang, son père, donc avait été, en récompense de ses victoires militaires, avait été nommé gouverneur de la ville de Zhou, qui est une petite ville à côté de la capitale du Shantung, cette péninsule qui rentre dans la mer de Chine, sorte de Finistère en miroir. Et donc un jour, il était allé faire rapport à la capitale de l'état de Lu, et en rentrant, il voit qu'un orage se prépare. Et donc il décide de quitter la route et de couper à travers champs. Hélas, trop tard, les nuées s'abattent sur lui. Il voit une petite cabane
où il décide d'y aller s'y réfugier. Il entre dans cette cabane, et qu'est-ce qu'il trouve dans cette cabane? Zhang Zheliang. Zhang Zheliang, une petite jeune fille d'une quinzaine d'années. Pas noble du tout. Pas noble du tout, et peut-être bien même pas Han du tout, peut-être de nationalité Yi, qui sont des peuples qui ont leur culture à part, et qui en particulier s'occupent beaucoup de remèdes, de plantes. Les guérisseuses, oui. Oui, là, c'est ça. Et donc, elle était allée chercher des plantes dans la campagne. Et les foudres du ciel s'abattent sur eux, et ils s'unissent. Et quand l'orage se termine, Shu Liang lui dit, écoute, malgré tout ce qui nous sépare, si tu me donnes un fils, je t'épouse officiellement. Alors, Chen Zhanglian est allé prier au mont Ni, qui était une montagne célèbre pour sa végétation luxuriante, prier pour avoir un fils, bien sûr. Et puis, sa grossesse avance et à un moment, elle rêve que le dieu du mont Ni lui dit « Tu vas aller accoucher dans un mûrier creux. » Pas très confortable quand même, un mûrier Ça creux. pique. Ça pique. Mais comme elle était loin d'être sotte, elle demande aux gens alentour et dit « Mais il n'y a pas par là un endroit qui s'appelle le mûrier creux ?» Si. Il y a une grotte là-bas qui s'appelle comme ça, la grotte du mûrier creux. Ah, elle dit « J'y vais tout de suite, c'est là que je vais aller accoucher. » Et à peine s'est-elle installée dans la grotte que sourd une source tiède, que des 2 dragons viennent s'installer devant l'entrée de la grotte, que des chants mélodieux se font entendre dans le ciel, que des personnages représentant les 5 états de la matière viennent se prosterner devant elle et devant le nouveau-né. Bref, Bethléem. C'est la crèche. Sauf qu'il manque un personnage. On ne trouve pas Saint-Pierre. Shu Liang, le gouverneur Shu Liang n'est pas là. Alors, là-dessus, je suis volontiers la proposition de Jean Lévy, qui lui-même suit la proposition du savant japonais Shirasawa, qui dit que quand on a appris au gouverneur Shu Liang qu'il avait enfin un fils, son vieux cœur n'a pas supporté. Il en est mort. Et il en est mort. Et puis les 2 premières femmes, elles n'ont pas du tout apprécié ce fils tombé du ciel. Si l'on peut dire, exactement. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Et surtout, elles ne voulaient absolument pas que la gourgandine soit là aux funérailles du gouverneur et récupère tout l'héritage. Donc, elles ne lui ont même pas dit où était enterré le gouverneur Shu Liang. Ce qui fait que Confucius, qui insistera tellement tout au long de sa vie sur la piété filiale, sur le culte des ancêtres, eh bien, on dirait en termes actuels qu'il est né et qu'il a grandi dans une famille monoparentale, et on aurait dit il y a 50 ans qu'il était né d'une fille-mère. Oui, que c'est un bâtard. Voilà. Mais bon, on va voir en deuxième partie ce qui lui arrive pour que finalement ce petit garçon qui naît d'un père illustre et d'une gourgandine, comme vous dites, arrive à devenir Confucius. Dancing and Singing in the Village, c'est quelle musique que vous nous avez choisie? Ce sont les Guo Brothers, qui sont des gens qui jouent d'instruments traditionnels chinois. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette chanson, c'est qu'ils jouent de manière traditionnelle un air qui était très célèbre à l'époque maoïste et qui raconte comment les villageois accueillent par les chants et la danse l'armée rouge qui va au combat. C'est parti. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir, sagesse avec un grand S, sans S à la fin, il n'y en a que 3 dans le mot sagesse de Confucius, avec Cyril Javary,
Nous avons vu la naissance de Confucius, nous avons même vu sa procréation. Donc il se retrouve, Cyril Javary, il se retrouve donc avec une mère pauvre, guérisseuse, et il est obligé de travailler relativement tôt. Oui, il va commencer, mais surtout il va recevoir l'éducation lettrée, l'éducation des fils de nobles. Et lui, que l'on appellera par la suite le premier de tous les professeurs, premier dans le temps et premier par la taille, on ne sait pas qui est son maître. Il n'a pas eu de maître, oui. Si, mais on ne sait pas qui. Et peut-être il n'en a pas eu, peut-être un ami de son père s'est dévoué pour remplacer celui-ci. Ce n'est mentionné nulle part. Mais c'est un fait. Et c'est important par la suite, parce que donc à 17 ans, il va prendre son premier travail. Comme il sait lire et écrire les idéogrammes et compter, il va devenir intendant d'une grande famille. À 18 ans, il va se marier. Et de son épouse, à part son nom, on ne sait rien. Mais c'est vrai qu'on s'occupait guère des dames à cette époque-là. Et puis... il a combien d'enfants ? Il aura un fils. Il aura un fils et une ou deux filles. C'est pas très clair à ce sujet. Une, c'est certain, puisqu'il va la donner en mariage à quelqu'un. Une deuxième, peut-être, on ne sait pas. Et à 20 ans, il va avoir un vrai boulot, c'est-à-dire un travail de mandarin. Il va être vérificateur officiel des poids et mesures de l'État de Lou. À 23 ans, sa mère va mourir et... On va revenir, on peut arrêter un peu sur la façon d'enterrer les gens, sur le deuil à cette époque-là. Est-ce que c'est toujours comme ça en Chine ? Cette façon de faire, je crois, 27 mois, je ne sais plus combien de mois de deuil. Non, ça évolue, mais ça reste extrêmement important. Et alors que... à l'époque maoïste, on avait plutôt réfréné les cérémonies de deuil. Néanmoins, c'est quand même à l'occasion de la mort de personnages importants qu'ont eu lieu toutes les crises du régime. Par exemple, le printemps de Pékin, place Tiananmen, ça a été à la suite de la mort de Hu Yaobang, le Premier ministre, l'ancien secrétaire général du Parti communiste chinois, puisque quand les étudiants ont appris sa mort, ils sont venus mettre des banderoles au monument aux héros révolutionnaires sur lequel il y avait marqué « Gloire à l'honnête Hu Yaobang »,« Gloire à l'incorruptible Hu Yaobang », ce qui était à la chinoise des attaques directes contre la corruption des dirigeants de cette époque. Et puis c'est comme ça que c'est engagé l'affaire du printemps de Pékin, qui s'est terminée malheureusement comme nous le savons. Mais surtout, pour revenir à Confucius, à 29 ans, il va avoir un acte totalement révolutionnaire. Il va créer la première école privée du monde. Oui, c'est pour ça qu'on peut parler de lui ce soir quand même. Hein. Il dira... Je donne mon enseignement à quiconque, ne me donnerait-il en échange que quelques lamelles de viande séchée ? À condition qu'il ait envie de travailler. À condition qu'il soit dévoré par l'envie de travailler. Ouais. Je n'enseigne que les enthousiastes, dira-t-il. Et qu'il ait envie de travailler, qu'il soit, taraudé par le désir de s'améliorer sans cesse. C'est-à-dire d'étudier. Mais l'étude, ce que Confucius va graver, cet amour de l'étude dans le cœur des Chinois, il ne s'agit pas d'une étude livresque. Il s'agit du désir de se perfectionner. Et il le dira lui-même, si quelqu'un mange avec mesure et ne vit pas uniquement pour le confort ou l'apparat, s'il agit avec zèle, s'il se montre prudent en parole, s'il cultive la droiture et qu'il fréquente ceux qui sont dans la bonne voie afin de rectifier la sienne, celui-là, on pourra vraiment dire qu'il aime l'étude, alors qu'il n'a jamais été question de livre dans cette phrase. Et donc cette école est tout à fait étonnante dans la mesure où Confucius a compris
que les différents États qui forment la Chine de cette époque-là sont en train de devenir tellement grands et tellement nombreux en population qu'ils ne peuvent plus être gérés féodalement. Et surtout, il a compris une chose, qui est que la Chine est en train de vivre un tournant. Et c'est peut-être cela qui fait que ce qu'il dit sonne tellement juste, parce que l'époque à laquelle il vivait ressemble terriblement à la nôtre. Nous savons très bien que nos enfants ne vivront pas dans le monde dans lequel ont vécu nos parents. Ni dans le monde dans lequel on vit nous-mêmes. Voilà. Et que donc, parce que des bouleversements technologiques sont en train de rebattre la donne sociale. Et c'est exactement ce qui se passe en ce début du 5e siècle avant l'ère commune. À l'époque de Confucius, ce n'est pas l'ordinateur ou le téléphone portable, bien sûr, c'est la généralisation du fer. Et le fer a deux utilités. Ce fer qui n'arrivera en Occident qu'au XIIe siècle. Avec le fer, vous faites des charrues puissantes et des épées mordantes. Et des armes. C'est-à-dire qu'à la fois, si vous avez des charrues puissantes, vous décuplez les rendements agricoles. Et quand vous décuplez les rendements agricoles, population croît. Et avec des épées mordantes, vous changez l'art de la guerre. Avant, c'était la guerre en dentelle. C'était les nobles qui se faisaient la guerre. Un petit duel, un petit poème, un petit duel. Il y en avait 3 ou 4 qui restaient sur le carreau. À la fin de la journée, c'était pas grave. Et là, brusquement, c'est Verdun. C'est à qui va tuer le plus de soldats de l'autre. Et les enfilades de soldats en terre cuite de l'armée spectrale qui garde le tombeau de Qin Shi Huangdi donnent froid dans le dos quand on les voit et donnent une idée de l'horreur que pouvaient être les batailles de cette époque où il pouvait rester 50 000 cadavres sur le champ de bataille. Pour vous donner une comparaison, à Waterloo, il y a eu seulement 17 500 morts. Et donc, tout change, les États deviennent nombreux, deviennent peuplés, et donc il faut former des gens qui sont dévoués au service de l'État parce qu'ils sont taraudés par le désir de faire le bien, de se conduire bien pour soi-même et pour l'État. Et c'est en cela qu'il va créer de toutes pièces une classe sociale sans aucun autre équivalent dans le monde, la classe des lettrés, qui va finalement gouverner la Chine pendant plus de 2000 ans et qui continue encore maintenant. Les écoles du parti en Chine sont les endroits où l'on réfléchit le plus, où l'on forme le plus les futurs dirigeants des générations suivantes. Et donc c'est en cela que ce tournant dans l'histoire chinoise va donner cette place si importante à l'enseignement de Confucius. Et il va faire créer cette école. Qui existe toujours, hein, je crois. Elle a brûlé, je ne sais pas, vous écrivez dans votre livre qu'elle a brûlé à un moment. Non, ce qui s'est passé, de toute façon, c'était, le mot école n'évoque pas un bâtiment, mais un ensemble. Un ensemble qui d'ailleurs ressemble plus à une famille, car ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que Confucius va également inventer un type de rapport inédit dans la Chine de son époque. Il va substituer au rapport de vassalité entre le prince et le sujet le rapport familial entre le fils et le père. Et ça va être très important. Bon, l'ennui, c'est que à l'époque, la Chine ressemblait un peu à l'Italie du Quattrocento, c'est-à-dire des tas d'États qui partageaient la même culture, mais qui se disputaient constamment. Et donc, il va y avoir des trahisons, donc il va être obligé de partir en exil. Et donc, il va être obligé de la fermer, plus ou moins, cette école. De quitter son pays natal. Voilà, à peine l'a-t-il mise sur pied qu'il est obligé de la quitter. C'est cela. Il part en exil. Et donc, il va commencer à errer en Chine. Il va errer pendant 14 ans à la recherche d'un prince qui voudra bien lui confier le poste de Premier ministre de manière à ce qu'il puisse utiliser ses idées en vraie grandeur. Et puis, il va revenir à l'état de loup, et là, sa position va s'améliorer. Il va être d'abord gouverneur, puis ministre des Travaux publics,
ce qui était un poste important en Chine parce que c'était ce ministre-là qui gérait l'irrigation. Et l'irrigation est essentielle dans un pays très collineux comme l'est la Chine. Puis il va devenir ministre de la Justice et finalement conseiller du prince de Lu. Et à ce moment-là, il y avait un puissant voisin, le pays de Qi, au nord du pays de Lu, qui avait des vues pour conquérir le pays de Lu. Et il voit d'un très mauvais œil la bonne influence de Confucius. Et donc, il décide d'user d'un stratagème. Le prince de Qi se renseigne sur les défauts du prince de Lu et on lui dit que celui-ci aime beaucoup les chevaux et les danseuses. Aussitôt, en gage de bonne amitié, le prince de Qi lui offre 70 chevaux de belle prestance et autant de danseuses magnifiques. Le piège n'a pas loupé. Le prince de Lu n'a plus quitté son harem que pour son haras. Alors, devant un prince qui négligeait tellement son devoir de bonne conduite quand on est à la tête d'un État, Confucius n'avait plus qu'une seule solution, qui est toujours à l'œuvre en Chine. On ne critique pas son souverain. Et ça, c'est un de ses enseignements. Mais si on n'est pas d'accord, on démissionne. On ne critique pas son supérieur. On ne critique pas son supérieur, mais si on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, on démissionne, ce qui jette l'opprobre sur lui. Et il est reparti pour être un nouvel exil qui va durer plus d'une dizaine d'années, émaillé d'histoires. Et c'est à ce moment-là qu'il finalement il prend des disciples. C'est à ce moment-là qu'il se met à enseigner ou c'est encore plus tard? Ah non, il s'est mis à enseigner dès l'âge de 29 ans. Dès le moment où il a quitté son travail officiel de vérificateur des poids et mesures de l'État de Lu, et il a ouvert son école privée en 521, c'est-à-dire à l'âge de 29 ans. Là, il a 50 ans maintenant, quand il a 50 pour son second exil. Donc il meurt à 72 ans, on peut dire ces 20 dernières années. C'est-à-dire qu'il va tourner d'un État à l'autre et malheureusement, les princes de cette époque-là auraient beaucoup préféré engager Machiavel que Confucius. Jusqu'à ce qu'il rencontre le prince de Wei. Et celui-ci lui dit « Écoute, viens, je vais te confier la gestion de ma principauté. » Et les États du prince de Wei étaient au sud du fleuve Jaune, donc Confucius et sa bande de disciples, parce qu'ils avançaient tous ensemble, se rend sur les bords du fleuve Jaune. Il voit une barque qui traverse le fleuve avec le drapeau de l'État de Wei. Mais Confucius ne remarque pas que le drapeau est en berne. Un officier en sort, s'approche de Confucius et lui dit « Vous êtes Kongzi de l'État de Lu ?»« Oui. » « Eh bien, j'ai un message pour vous. » Un mauvais message, une mauvaise nouvelle. Le prince de Wei est mort. Il vient de mourir. Et son fils ne désire pas vous recevoir. Il tourne les talons et il s'en va. Et là, Confucius se rassoit par terre. Les disciples sont derrière. Il a plus de 50 ans. C'est très vieux à l'époque. Et il a compris qu'il était un raté. Qu'il n'aurait jamais la possibilité de mettre ses idées en vraie grandeur. Mais c'est peut-être qu'il y avait autre chose. Ses disciples ont compris aussi. Il y avait autre chose qui l'attendait. Et personne ne dit rien, jusqu'à temps que Confucius, d'un bond, se redresse et montrant le fleuve, dit « Comme cette rivière, toujours aller de l'avant, de jour comme de nuit. Allez, on retourne à Chufo, mes petits m'attendent. » Et les 18 dernières années qui allaient lui rester, il allait les utiliser à enseigner. Et, dit-on également, retoucher, organiser les textes classiques sur lesquels sera basé tout l'enseignement confucéen pendant plus de 25 siècles en Chine. Alors de quoi vivaient-ils, tous ces disciples? Et on a du mal à imaginer... Ils se promenaient comment? À pied, à cheval? Ils se promenaient à pied. Il y avait toutes sortes de gens. Et quand il disait « J'offre mon enseignement à quiconque, car en matière d'instruction, il ne faut point de distinction », donc il y avait des fils de paysans, il y avait des fils de nobles, il y avait des gens qui étaient riches, il y avait des gens qui étaient pauvres, il y avait des marchands. Et par exemple, Tsuyo était très riche.
Il faisait des affaires d'une étape à une autre, il entretenait la troupe. Mais il y avait des gens comme Yen Hui qui vivaient dans un galta, qui avait un billot comme oreiller et qui mangeait du mauvais riz et une cruche d'eau. La vie n'était pas toujours facile, mais elle était toujours heureuse. Deuxième musique, là, je vous dirai pas le titre parce que c'est écrit en chinois. Wang, vous allez Wang Mingming. Oui, vous le dites mieux que moi. Alors Langue de Tianzhen. Langue de Tianzhen, nous sommes tous les fils du dragon. C'est une chanson qui est apparue à Taïwan dans les années 80 et qui a traversé le détroit de Taïwan et qui a fait un bœuf sur le continent chinois. Parce que d'une certaine façon, elle décrit toute cette, cette extraordinaire familiarité qu'ont les Chinois avec leur histoire, nous sommes tous les fils du dragon, parce que dans le fleuve, il y avait un dragon, et ses enfants, ce sont nous, et qui raccrochent leur passé historique et mythologique à leur réalité quotidienne d'aujourd'hui. Voilà, dernière partie de cet Au-delà du miroir avec Cyril Javary, sinologue de terrain, spécialiste de la pensée chinoise traditionnelle, autour de son livre paru chez Erol, Sagesse de Confucius. Valeurs, propositions et aphorismes pour grandir. Nous avons vu un peu la vie de Confucius, nous l'avons laissé là avec ses disciples. Il semblerait qu'il ait eu à sa mort 3000 disciples, non 72 qui ont mis en pratique son enseignement. Vous nous avez parlé tout à l'heure des fils du dragon, mais pouvez-vous nous dire pourquoi on appelle les souverains chinois les fils du ciel, et depuis quand? Alors, c'est pas les fils du dragon, là, ce sont les fils du ciel. Oui, non, mais justement, à propos des fils du dragon, la chanson qu'on a passée, c'est effectivement une chanson de Zhang Mingming, mais c'est pas Langue de Tianzhen, nous sommes les fils du dragon. Cette chanson-là, c'est Wo de Chongguo Xin, c'est mon cœur de chinois. Mais bon, c'est le même genre, c'est la même idéologie, c'est toujours ce rapport qu'ont les Chinois à leur propre culture. Les empereurs ont pris l'appellation de fils du ciel à partir de l'an 1000, tout simplement parce que il y avait déjà un système, on va dire, de souverain et de vassal. Et puis, un des peuples le dernier souverain de la dynastie de cette époque-là était un tyran fini. Et donc, un de ses vassaux a réuni une coalition et l'a attaqué et l'a tué. Mais le problème de ce vassal qui était devenu souverain, c'est comment pouvait-il imaginer exiger l'obéissance de ses vassaux envers lui-même, alors que lui-même avait commis le crime féodal absolu qui est de tuer son souverain. Donc ils ont inventé, en 1000 avant l'ère commune, une théorie qui a toujours cours en Chine, qui est que le ciel en Chine, c'est le nom de ce moteur impersonnel qui fait tourner les saisons. Le ciel, il ne peut pas tout faire. Alors il donne mandat à une famille pour gérer au quotidien les affaires sur la terre de Chine. Et si cette famille ne tient pas son rôle, alors le ciel change le mandat et il le donne à une autre famille qui se dresse contre les tyrans et dont la victoire justifie que c'est lui qui a le mandat du ciel. Et donc l'empereur devient fils du ciel, c'est-à-dire celui qui obéit au ciel. Un peu comme le roi finalement, qui avait un truc qui était très divin.
Mais non, justement, il n'y a aucune idée de divinité là. Il y a une idée de vassalité. L'empereur obéit au ciel comme le fils obéit au père. Il est dans une position de suggestion par rapport à ce moteur impersonnel. C'est pour ça que le mot Dieu n'existe pas en chinois classique. Donc l'employer pour expliquer la Chine, c'est pas forcément être bien dans l'esprit chinois. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce changement de mandat, par exemple, quand à la fin du 19e siècle, des lettrés chinois vont se mettre à traduire Karl Marx en chinois, il y a un mot qui va les embêter beaucoup. C'est le mot révolution, qui apparaît quand même dans certaines pages de Karl Marx. Ils se demandent vraiment qu'est-ce que c'est que ce truc qui tourne en rond. Ils ne comprennent pas. Et finalement, ils se disent, on va utiliser, on a un stock de mots. Quand on a une aussi longue histoire, on a un stock de mots. Et donc, ils vont reprendre ce mot de changement de mandat. Et Guoming, littéralement changement de mandat, c'est comme ça qu'on traduit le mot révolution au sens marxiste du terme, ce qui en dit long sur la permanence chinoise. Donc on va rester avec ses disciples. Donc finalement Confucius meurt. Il est grand-père quand même quand il meurt. C'est important. Mais son petit-fils est encore presque un enfant. Est un enfant. Mais il va beaucoup compter après. Oui, parce c'est lui qui va ouvrir la première école confucéenne. On va vraiment pas pouvoir aborder tout. Donc moi, c'est quand même important de savoir qu'il avait donc un descendant, un petit-fils. Donc il a tous ses disciples qui sont là et j'aimerais vraiment qu'on parle de ce cimetière, de la forêt des Kong, parce que ça me semble tellement important au niveau du monde. Il n'y a pas il n'y a pas d'autre endroit semblable. Eh bien, effectivement, après sa mort, ses disciples l'ont enterré dans un endroit au nord de Tufo. Et ils ont planté des arbres qui venaient de toutes les provinces de Chine pour que toutes les provinces de Chine puissent veiller leur maître. Et puis, quand Zisi, son petit-fils, est mort, on l'a enterré à côté de Confucius. Et puis, quand son arrière-petit-fils est mort, on l'a enterré aussi à côté de Confucius. Et ainsi de suite, tous les descendants de Confucius, en ligne directe, ont été enterrés dans ce cimetière qui s'appelle la forêt des Kong. Et forêt qui, en chinois, est un équivalent de nombreux. Et qui en fait le plus grand cimetière privé du monde. Oui, il y a près de 200 000 tombes. Il y a 200 hectares. Dont 130 portent le nom de Confucius. Les 70 000 restantes, ce sont les épouses. Parce qu'en Chine, les femmes ne gardent toute leur vie le nom que leur père leur a donné. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a que 130 000 tombes qui portent le nom de Kong. Ce sont tous les descendants mâles et non pas leurs épouses qui sont enterrées sous leur propre nom. Et cette filiation extraordinaire dans la mort se poursuit dans la vie. Et le 78e descendant en ligne directe de Confucius, M. Kong Te-Cheng, est mort il y a 6 ans seulement. Et son fils est mort de son vivant, mais son petit-fils, le 79e Kong Juesheng, est actuellement vivant et il a un descendant qui est le 80e descendant en ligne directe de Confucius. Je crois qu'il n'y a aucune famille au monde, fût-elle impériale ou fût-elle royale, qui puisse se targuer d'une telle lignée, d'autant plus que, rappelez-vous, Confucius connaissait le nom de ses ancêtres jusqu'à 10 générations en arrière. Donc on arrive à 90. Hein. Exactement. Donc c'est un cimetière qui fait quand même 200 hectares. Il paraît qu'on s'y sent bien là-bas, contrairement à nos cimetières... C'est un endroit extrêmement agréable, plein de vie, plein de tranquillité et en plus qui est unique parce que c'est un endroit où l'on prend conscience de ce que c'est que l'enracinement et la vitalité de la culture chinoise. Donc il a quand même laissé pas mal de disciples derrière lui et ce petit-fils qui va s'occuper de réactualiser, d'actualiser son enseignement. Il nous reste très peu de temps, on a un peu vu ça. Donc la naissance du confucianisme, on peut dire que c'est son petit-fils qui l'envoie. Oui. Et ses disciples. Mais ce qui serait peut-être pour le temps qui nous reste, ça serait intéressant d'entendre de parler Confucius. Voilà, ça serait vraiment bien.
Et c'est parce que ce qu'il y a d'intéressant, les entretiens, quand Hegel, le grand philosophe Hegel, a lu les entretiens, il a trouvé ça nul. Et effectivement, il n'y a aucune construction philosophique telle qu'on en faisait dans le style de Hegel. C'est des petits conseils. C'est très facile à lire, c'est un peu plus difficile à mettre en pratique. Par exemple, chacun suit sa pente, mais le Confucéen en la remontant. Ou bien, c'est une chose également, ne jamais juger les autres. Un jour, un de ses disciples, Zhegong, lui dit « Dans son village, tous les gens l'aiment. Est-ce que ça suffit pour dire que c'est quelqu'un de bien ?» Non, dit Confucius. Dans son village, tout le monde le déteste. Est-ce que ça suffit de dire que c'est quelqu'un de moche ? Non, dit Confucius. Alors qu'est-ce qu'il faudrait ? Et Confucius lui répond, pour être sûr que c'est quelqu'un de bien, il faudrait que tous les gens bien l'aiment et que tous les gens mauvais le détestent. Mais comment savoir qui est bon et qui n'est pas bon ? Alors, si on ne peut pas juger. C'est très important parce qu'on ne juge pas les personnes, on juge les actes. Et pourquoi on juge les actes ? Pour s'en servir, pour s'améliorer soi-même. Il y a une phrase de Confucius qui fait partie de celle que j'aime le plus, c'est « Si tu vois quelqu'un qui se conduit bien, imite-le. Et si tu vois quelqu'un qui se conduit mal, alors on arrête là et on imagine les réponses qui peuvent avoir lieu en ce moment. Il y a la réponse chrétienne, pardonne-lui. Il y a la réponse bouddhiste, aie de la compassion pour lui. Il y a la réponse extrémiste, tue-le. Il y a la réponse logique, apprends-lui à bien se conduire, etc., etc. Or, toutes ces réponses seraient récusées par Confucius parce que toutes s'appuient sur le fait qu'on a jugé la personne, qu'on s'est arrogé le droit de la juger. C'est pas du tout comme ça. Confucius va dire, si tu vois quelqu'un qui se conduit bien, imite-le. Si tu vois quelqu'un qui se conduit mal, cherche en toi en quoi tu l'imites. Corriger ses fautes. Toujours. Mais corriger ses fautes, non, c'est pas tout à fait ça qu'il a dit. Il a dit quelque chose d'encore plus intéressant. Il a dit commettre une faute et ne pas s'en apercevoir et ne pas s'en corriger, c'est ça la faute. Oui. C'est-à-dire que commettre des fautes, on fait tous des erreurs. On a tous des attitudes inappropriées à la situation. Mais ce qui est vraiment fautif, c'est 1, de ne pas s'apercevoir, 2, en s'en étant aperçu, de ne pas s'en corriger. Dans le domaine du religieux et de la mort, la vie engendre la vie sans arrêt. Oui, c'est une phrase du Yiking, ça. Mais pour ce qui est de Confucius, ce qui est intéressant, c'est que son enseignement est toujours horizontal. Il ne va jamais parler ni du ciel, ni de l'enfer. Il va, en notre époque, où le problème de la laïcité se pose d'une manière aiguë, il a apporté une réponse qui est, je trouve, d'une clarté lumineuse. Il va dire « Jingweishen Eryuanzi », c'est-à-dire respecter les dieux et les diables et s'en tenir éloigné. Pourquoi respecter les dieux, c'est-à-dire les religions, les diables, c'est-à-dire les superstitions ? Pourquoi les respecter ? Parce que ce sont des croyances et qu'on n'a jamais le droit de se moquer de la croyance de quelqu'un. Mais pourquoi faut-il s'en tenir éloigné ? Précisément parce que ce sont des croyances. Et que ce que nous apprend Confucius, c'est à atteindre cet objectif qui est commun à toutes les religions, tirer de chaque individu le meilleur de lui-même. Mais Confucius nous apprend à atteindre ce but sans avoir à chercher quelque hypothétique récompense au-delà de la vie. La récompense que nous avons, c'est quand nous avons cette joie qu'on ressent quand on sait qu'on a apporté un peu de bien, qu'on a fait baisser le niveau d'agressivité, qu'on a fait ce qu'il fallait envers nos semblables, qu'on a apporté au monde un surcroît d'humanité, qu'on a apporté aux relations entre les gens quelque chose de plus que ce qu'il y a entre les hordes de loups ou les vols de moineaux, qu'on a été utile en quelque sorte et qu'on a pu avoir ce surcroît d'humanité. Il le dira lui-même, le devoir d'humanité,
c'est d'être humain. Et comment juger de la valeur d'un acte? Mais c'est très simple, et il va le dire d'une façon qui est excessivement importante et qui n'a pas pris une ride. Quelqu'un de ses disciples lui demandait, y aurait-il une phrase qui permettrait de juger la moralité de tous les actes? Et Confucius ne va pas hésiter à répondre, il va dire oui, bien sûr. Et cette phrase, c'est « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent ». C'est très chrétien, ça. Ça nous ramène au début de l'émission, avec les pères jésuites qui cherchaient absolument à trouver... Oui, mais c'est dommage qu'ils n'aient pas utilisé cette phrase. Mais cela dit, ce n'est pas très chrétien, parce que ce qu'il y a d'intéressant dans cette phrase, c'est de dire que la perception du bien ne tombe pas du ciel, ne vient pas de la loi, ne vient pas d'un livre, elle vient du fond du cœur de chacun. Et c'est en cela que Confucius a apporté au monde et à chacun d'entre nous ce surcroît de dignité humaine. Donc voilà, votre livre s'appelle Sagesse de Confucius. Il y a des cartes, il y a 16 cartes illustrées qui sont à la fin, mais bon, vous le dites dans votre livre, il n'y a aucun portrait de Confucius. Vraiment, en 30 secondes, pourquoi on le met toujours avec des grandes dents et puis des ongles longs? C'est pour montrer le sage Il y a deux raisons différentes à cela. D'abord, ce ne sont pas des grandes dents, ce sont des dents écartées. Oui, les incisives écartées, ce qu'on appelle depuis Aristote, qui l'avait déjà noté, les dents du bonheur. Pourquoi on le représentait toujours comme cela? Parce que c'est l'idée chinoise que l'extérieur rend compte de l'intérieur et que le corps rend compte du cœur. Et que Confucius était tellement tendu vers les autres, il avait les dents en avant. Quant aux ongles longs, c'est une caricature de Confucius lui-même, car les ongles longs, ce sont les ongles des mandarins qui ne travaillent pas, qui oppriment le peuple, alors que Confucius a travaillé toute sa vie, très jeune même, pour gagner non pas son pain, disons son riz. Alors, une phrase, juste pour terminer, une phrase de lui, une citation. Qui vous vient à l'esprit? Oui, il y a une phrase que je trouve toujours un peu, qu'on entend souvent ici, que je trouve un peu romantique, qui est « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien ». Je trouve ça inutilement romantique. Confucius a répondu à cette question en disant « La connaissance, c'est savoir, c'est connaître ce qu'on sait et reconnaître ce qu'on ne sait pas. » Encore faut-il savoir ce qu'on ne sait pas. Merci beaucoup Cyril Javary. Merci beaucoup à IDFM de m'avoir invité. Merci à Confucius aussi d'avoir existé. Merci beaucoup. Merci.